Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans les événements complexes et tragiques, oui, qui ont secoué le campement de Gredem Izik, là, près de la Aïn, fin 2010. C'est une histoire qui commence, on va dire, sur fond de revendications sociales. Oui, tout à fait. Dans un contexte plus large de tensions au Sahara occidental, bien sûr, mais qui va prendre une tournure dramatique. En effet, oui. C'est une séquence d'événements et la chronologie, les motivations qu'on rapporte, ça mérite vraiment un examen attentif. Notre but ici, c'est de déplier un peu le fil de ces journées, telles qu'elles nous sont racontées en tout cas, à travers les éléments qu'on a pu consulter, pour comprendre l'enchaînement, quoi. L'enchaînement qui a mené à la violence. C'est ça. Essayer de comprendre comment on est passé d'une protestation qui semblait au départ assez limitée, assez circonscrite, à une confrontation d'une telle intensité. Alors, allons-y. Entrons dans le vif du sujet. Tout commence donc en octobre 2010. C'est ça. Un groupe, au début, assez restreint. Oui. Très restreint. On parle d'environ 170 personnes, une quarantaine de tentes. Ils s'installent à quoi? Une quinzaine de kilomètres de l'Aïn? D'accord. Et ils appellent ce lieu Gredem Izik. Donc, au départ, c'est une installation modeste, oui. Et les raisons invoquées au début, c'était quoi exactement? Les motifs initiaux mis en avant, c'est vraiment lié à des questions socio-économiques. Une protestation contre des promesses d'emploi non tenues, l'accès au logement et aussi la distribution de ce qu'on appelle les cartes d'entraide nationale. Ah oui, ces fameuses cartes. Voilà. Pour clarifier un peu, ces cartes, elles donnent accès à certaines aides sociales de l'État. Et c'est souvent un point sensible dans la région. Donc, à la base, on a des revendications qui semblent vraiment ancrées dans le quotidien des gens. Oui, du concret. Mais ce petit campement de départ, il ne va pas le rester longtemps. Il connaît une croissance fulgurante, on peut dire. On parle de 7000 personnes, près de 800 tentes à son apogée. C'est énorme, non? C'est énorme. Comment on explique une telle amplification si vite? C'est là justement que le récit qu'on trouve dans nos sources marque un tournant. Il fait état de l'arrivée et puis de l'infiltration progressive du campement par des éléments qui sont décrits comme organisés, entraînés en Algérie et affiliés au Polisario. Le mouvement indépendantiste. Exactement, le mouvement qui lutte pour l'indépendance du Sahara occidental. Et selon cette analyse, ces groupes auraient vu dans ce rassemblement une opportunité. Une opportunité de récupérer le mouvement, c'est ça, hein? De le détourner. C'est l'interprétation, oui, qui ressort des documents qu'on a examinés. L'idée, ça aurait été de capitaliser sur les frustrations sociales, qui étaient bien réelles, pour infléchir la nature du campement, le détourner de ses revendications premières, on va dire, et le transformer en une plateforme de contestation politique axée, cette fois, sur l'agenda séparatiste. Et le timing, le moment où ça grandit comme ça, juste avant des visites importantes de l'ONU. C'est pas une coïncidence, j'imagine. Absolument pas. Et c'est un point qui est vraiment souligné dans l'analyse. L'escalade, elle coïncide effectivement avec les visites prévues du secrétaire général de l'ONU de l'époque, Ban Ki-moon, et puis de son envoyé personnel, Christopher Ross. D'accord. Et cette concomitance, elle est interprétée non pas comme un hasard, mais comme un calcul stratégique. L'objectif présumé, maximiser la visibilité internationale, attirer l'attention des médias, des diplomates, sur le campement qui serait alors présenté sous un angle politique conflictuel bien précis. Une sorte de mise en scène pour l'international, quoi. C'est une tentative apparente, oui, d'utiliser le campement comme une scène pour influencer le débat international, tout à fait. Face à cette situation qui, semble échapper aux revendications de départ, qui prend cette tournure politique, comment les autorités marocaines réagissent? Elles laissent faire au début? Pas tout de suite, non. D'après les informations qu'on a, la première approche décrite, c'est celle du dialogue. Plusieurs comités sont envoyés sur place pour écouter les doléances des occupants initiaux surtout. On note même l'implication personnelle du ministre de l'Intérieur de l'époque, Taïeb Charkaoui. Il participe aux discussions pour essayer de trouver une issue négociée. Mais si le récit de cette infiltration par des éléments plus radicaux est juste, le dialogue est du vide coincé, non? Comment ça se traduit concrètement? C'est exactement ce qui est rapporté, oui. On observe un durcissement très net au fil des jours. Les demandes initiales, axées sur le social, l'économique, elles seraient progressivement éclipsées, voire remplacées par des exigences beaucoup plus politiques et jugées maximalistes. Maximaliste, c'est-à-dire
Impossible à satisfaire. Des demandes formulées d'une manière qui semblait conçue pour être rejetée, d'après l'analyse qui est présentée, des conditions qualifiées d'irréalisables par les négociateurs. L'objectif caché, toujours selon cette interprétation, c'était pas de trouver un accord en fait, c'était plutôt de faire échouer volontairement les pourparlers. Ah oui. Et dans quel but alors? Juste maintenir la pression? Le but présumé, il serait double. D'une part, faire durer la situation de crise, pour maintenir le campement sous les projecteurs médiatiques, internationaux, le plus longtemps possible. Et d'autre part, et ça c'est un point clé, pousser à une intervention extérieure, notamment une surveillance du campement par les Nations Unies. D'accord. Créer un précédent? Voilà. Replacé dans le contexte plus large, ça apparaît comme une tentative d'internationaliser la situation sur le terrain. Et pendant que ces négociations patinent, à l'intérieur du campement, ça bouge aussi. On parle d'introduction d'armes. Ça devient carrément inquiétant là. Tout à fait. Alors, il ne s'agirait pas d'armes à feu conventionnelles au début, plutôt d'armes par destination ou improvisées, des stocks importants de bonbonnes de gaz. Pour faire des bombes. Oui. Destinées à être utilisées comme projectiles ou bombes incendiaires. Des cocktails Molotov, des pierres, des armes blanches aussi. Attendez, des vidéos auraient même circulé, montrant des entraînements à l'émeute dans le camp. C'est ce que rapportent les éléments analysés, oui. Des images qui montreraient des groupes s'exerçant aux techniques de confrontation avec les forces de l'ordre, à la guérilla urbaine presque. Si ces informations sont exactes, ça indique clairement une préparation à l'affrontement physique. Donc on est loin de la protestation pacifique initiale. Ça suggère une intention qui dépasse largement ce cadre-là, oui. Ou même celui d'une négociation tendue. Le campement aurait alors changé de nature, devenant potentiellement une base arrière pour des actions violentes. La situation semble donc complètement bloquée, dialogue rompu, menace de violence. Qu'est-ce qui déclenche l'intervention finale? L'opération de démantèlement, elle est lancée le 8 novembre 2010, très tôt le matin, à l'aube, vers 5h45. Les forces de l'ordre encerclent le campement. Et d'après le déroulé des faits qui est présenté, la première étape, c'est une tentative de dispersion sans usage de la force. Comment ça? Des appels répétés sont lancés par haut-parleurs, en arabe, en dialecte, hassani aussi, pour enjoindre les occupants à quitter les lieux pacifiquement, volontairement. Et est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a des gens qui partent? Oui, apparemment un nombre significatif de personnes, notamment des familles avec femmes et enfants, sans doute ceux qui étaient là pour les motifs socio-économiques du début. Ceux-là auraient obtempéré et quitté le campement sans résistance dès les premiers appels. Des bus auraient même été mis à disposition pour les ramener vers la Aïoun. D'accord. Mais une partie des occupants reste sur place. C'est qui cela d'après les infos? Ce qui reste, ce seraient principalement les éléments décrits comme les plus radicaux, les organisateurs de la contestation politique et de la préparation à la confrontation, potentiellement liés au Polisario. Il est aussi fait mention de civils qui auraient pu être retenus contre leur gré, ou intimidés pour ne pas partir. Donc la situation à l'intérieur restait assez confuse. Et c'est là qu'intervient un détail, qui est présenté comme absolument crucial, vraiment souligné avec force dans les récits. C'est la nature même de l'intervention des forces de l'ordre. Précisément, au moment de la phase d'entrée dans le camp, pour démanteler les tentes qui restaient, les unités des forces de l'ordre marocaines, police, gendarmerie, forces auxiliaires, C'est quoi les forces auxiliaires? c'est un corps paramilitaire souvent en première ligne pour le maintien de l'ordre. Toutes ces forces étaient dénuées d'armes à feu. C'est un point fondamental pour comprendre ce qui va se passer ensuite. Pas d'armes à feu, mais pourquoi prendre un tel risque alors qu'on savait ou qu'il y avait des renseignements sur la présence d'éléments hostiles préparés avec des cocktails Molotov et tout ça? Quelle est l'explication donnée? L'interprétation qu'on trouve dans les analyses, c'est celle d'une décision stratégique, délibérée. L'objectif aurait été double. Premièrement, éviter à tout prix un bain de sang, la mort de civils, même parmi les plus hostiles. Et deuxièmement, prévenir toute accusation future sur la scène internationale d'usage disproportionné de la force ou de tir sur la foule. Un calcul pour l'image en quelque sorte. C'était un calcul visant à préserver l'image du Maroc, oui, mais un calcul qui s'est avéré extrêmement coûteux pour les forces sur le terrain. Coûteux parce que ça les a rendus vulnérables, la violence a éclaté tout de suite. Immédiatement, d'après les descriptions. Dès que les forces de l'ordre ont pénétré dans le périmètre du camp pour démanteler les structures, elles auraient été accueillies par une pluie de pierres, de jets de cocktails Molotov et aussi de bonbonnes de gaz enflammées lancées avec des tuyaux apparemment. Carrément. Les récits décrivent des assaillants organisés, agissant en groupe, certains portant même des tenues militaires ou paramilitaires.
Et il lançait ses projectiles avec une violence, une détermination extrême contre des forces de l'ordre qui n'avaient que du matériel anti-émeute de base, hein. Boucliers, matraques. À ce moment-là, Donc l'idée de démantèlement pacifique, elle a été immédiatement contrecarrée par une résistance violente et apparemment bien préparée. l'évacuation du camp finit par se faire, mais le déchaînement de violence, lui, il est loin d'être fini. Au contraire. C'est après, sur la route vers l'Aïoun et dans la ville même, que les scènes les plus terribles sont décrites. Là, on change d'échelle dans la brutalité, c'est exact. Les descriptions des actes commis pendant le repli vers l'Aïoun et dans les heures qui ont suivi dans la ville, elles sont particulièrement glaçantes, oui. Elles témoignent d'une violence ciblée, d'une haine, d'une cruauté qui dépasse l'entendement. Exercée spécifiquement contre des membres des forces de l'ordre isolés ou tombés au sol. On parle d'un agent d'autorité. Hein, c'est quoi un agent d'autorité? Une sorte de représentant local de l'administration, Oui, c'est ça, une figure locale. qui est délibérément percuté, écrasé par un véhicule 4x4, conduit par des assaillants. Et ensuite, son corps est extrait et lynché par une foule en furie. C'est à peine croyable. Une autre scène, qui aurait été filmée, et dont les images ont circulé après, montre un membre des forces auxiliaires, donc ce corps paramilitaire, gisant au sol. Blessé, mais peut-être encore en vie. Et là, un individu s'approche, calmement, et l'égorge à l'arme blanche. Mon Dieu. L'expression terrible utilisée dans certains témoignages, certains rapports pour décrire ça, c'est égorger comme un mouton. Insoutenable. Et il y a d'autres cas comme ça? Malheureusement, oui. Le corps d'un pompier de la protection civile, l'équivalent des sapeurs-pompiers, est retrouvé égorgé. Et les récits mentionnent même des actes de profanation sur sa dépouille. Des individus qui auraient uriné sur son corps. Mais pourquoi cette déshumanisation? Ces actes de profanation, ça ajoute une dimension particulièrement abjecte. Ça vise à humilier, à dégrader, même au-delà de la mort. Un autre agent des forces de l'ordre aurait été encerclé par un groupe, puis tué. Sa tête fracassée par un gros rocher lancé à bout portant. Et le fait que plusieurs de ces actes aient été filmés, parfois par les auteurs eux-mêmes, qu'est-ce que ça suggère, ça, selon l'analyse? C'est juste une documentation macabre ou il y a autre chose derrière? L'analyse qui ressort de ce détail, le filmage des actes, elle pointe vers plusieurs possibilités. Ça peut indiquer une volonté de revendiquer ces actions, de les glorifier au sein de leur groupe, Ou de terrifier l'adversaire? oui, ou de terrifier l'adversaire, ou même de fournir des preuves de leurs actions à d'éventuels commanditaires. Quelle que soit la motivation exacte, ça renforce l'idée d'une violence qui n'est pas spontanée, pas due à la panique, mais au contraire préméditée, organisée, ciblée contre les représentants de l'État, et exécutée avec une cruauté, un sadisme manifeste. Le bilan final de ces affrontements pour les forces de sécurité est terrible. Extrêmement lourd, oui. 11 morts. Parmi les policiers, les gendarmes, les forces auxiliaires et les agents de la protection civile. Et des dizaines de blessés graves. Et il faut vraiment remettre ce bilan en perspective, hein. Ces défaits sont survenus dans un contexte où, on le rappelle, l'intervention initiale pour le démantèlement du camp s'est faite sans usage d'armes à feu par les forces de l'ordre. Ce bilan, 11 morts du côté des forces marocaines, tués dans des conditions atroces. Ça contraste violemment avec les récits qui vont émerger après, de la part du Polisario et de ses soutiens, non? C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Ce bilan factuel, documenté par des images, il s'oppose frontalement aux allégations qui vont parler, dans les jours, les semaines suivantes, d'un massacre, voire d'un génocide de civils sahraouis par les forces marocaines lors du démantèlement. Les preuves visuelles de la violence subie par les forces de l'ordre racontent une toute autre histoire de qui a subi la violence létale ce jour-là. Et cette violence, elle ne s'est pas arrêtée au meurtre des agents, elle s'est propagée dans l'Aïoun même. Oui, absolument. Des groupes organisés, issus du campement ou agissant de manière coordonnée, se sont ensuite livrés à des actes de vandalisme, de pillage, de destruction à grande échelle dans plusieurs quartiers de l'Aïoun. Les cibles, Variés. Des bâtiments publics, universités, administrations, tribunaux, banques, des agences de société nationale, des commerces privés, des véhicules appartenant à des citoyens. Les dégâts matériels ont été considérables. On les a chiffrés à environ 24 millions de dollars. C'était une véritable explosion de violence urbaine qui a suivi l'évacuation du camp, prolongeant la confrontation dans la ville elle-même. Après la confrontation physique, arrive inévitablement la guerre des mots, la bataille pour imposer un récit. Comment elle se déroule, cette guerre de l'information?
Elle démarre quasiment en temps réel. Dès les premières heures après le démantèlement, une campagne d'information et de désinformation, selon les éléments analysés, est lancée par le Polisario et ses réseaux de soutien internationaux. Le terme de génocide est immédiatement employé. Génocide, Ouais, carrément. oui. On parle de massacre à Guédé-Mizik, avec des chiffres très élevés et non vérifiés qui circulent très vite, des dizaines, voire des centaines de civils sahraouis qui auraient été tués par les forces marocaines, des milliers de blessés, des arrestations massives. Et ces accusations, elles trouvent un écho. Comment elles sont propagées? Elles sont relayées par certaines organisations de défense des droits de l'homme, des partis politiques, des médias sympathisants de la cause sahraoui, principalement en Europe, en Amérique latine aussi. Et l'un des exemples les plus marquants de manipulation de l'info, qui a été documenté après, ça concerne l'utilisation de photos. Des photographies? Oui, des photos d'enfants palestiniens blessés lors de bombardements israéliens à Gaza. Elles ont été présentées lors d'une conférence de presse à Londres par une militante britannique pro-Polisario assez connue, Sultana Khaya, et elle a affirmé qu'il s'agissait d'enfants sahraouis victimes de la répression marocaine à Guédé-Mizik. Utiliser des images d'un autre conflit, d'une tragédie réelle, pour illustrer un récit fabriqué. C'est particulièrement choquant comme méthode. C'est en effet une illustration frappante des méthodes employées dans cette guerre de l'information. La supercherie a été assez vite démasquée, parce que les photos étaient connues, mais l'incident montre jusqu'où certains étaient prêts à aller pour façonner l'opinion publique internationale. L'objectif était clairement de construire un narratif puissant de victimisation massive pour diaboliser l'adversaire, susciter l'indignation internationale, quitte à utiliser des moyens frauduleux. Et face à cette campagne d'accusation, de désinformation présumée, quelle a été la stratégie de communication des autorités marocaines? La réponse marocaine, elle a principalement consisté à contre-attaquer sur le terrain des preuves visuelles. Confrontées à ces accusations de massacres non étayées, les autorités ont choisi de diffuser largement les images, souvent très dures, faut le dire, qui documentaient la violence extrême subie par leurs propres forces de sécurité. Les images des lynchages, des égorgements. Oui, ça incluait les vidéos prises par hélicoptère pendant les affrontements, mais aussi, et surtout, ces images des lynchages, des égorgements, des profanations, y compris celles qui auraient été filmées par les auteurs eux-mêmes et récupérées ensuite. L'objectif était double. D'une part, démontrer la fausseté du récit du massacre de civils innocents, et d'autre part, montrer au monde la nature, l'ampleur de la violence à laquelle leurs forces, initialement non armées, avaient été confrontées. C'était une tentative de rétablir une vérité basée sur des images factuelles, aussi choquantes soient-elles. Donc, si on essaie de résumer le tableau qui se dégage de l'analyse de ces événements, on part de revendications sociales, a priori légitimes, dans un contexte, déjà tendu. Ces revendications auraient été ensuite... Récupérer, c'est le narratif qui ressort des éléments examinés, oui, instrumentalisés par des éléments extérieurs, organisés, décrits comme liés au Polisario et poursuivant un agenda politique séparatiste. Et cette instrumentalisation aurait mené à une escalade, durcissement des positions, échec calculé des négociations. Introduction d'armes improvisées, préparation active à la confrontation au sein même du campement. Exactement. Vient ensuite le démantèlement. Une opération où les forces de l'ordre interviennent au début sans armes à feu. C'est un point clé pour éviter l'escalade, mais se heurte immédiatement à une violence organisée, préméditée. Et après l'évacuation, cette violence atteint des sommets de cruauté, vraiment inouïs, visant spécifiquement les forces de sécurité. Avec ce bilan terrible de 11 morts dans des conditions barbares. Des accusations de massacre, de génocide, relayées internationalement, parfois étayées par des infos manipulées ou carrément fausses. Comme les photos de Gaza. Voilà. Et de l'autre côté, la diffusion par les autorités marocaines d'images très crues de la violence subie par leurs agents pour contrer ce narratif. L'information ou la désinformation devient clairement une arme dans la poursuite du conflit par d'autres moyens. Le coût humain de ces journées, particulièrement la mort de ces 11 agents. Tués, mutilés, alors qu'ils n'utilisaient pas d'armes létales lors de l'intervention initiale. Ça reste l'élément le plus tragique, le plus marquant de cette séquence telle qu'elle nous est présentée. Ces événements de Guédé-Mizik, ils illustrent de façon dramatique comment des situations de tension sociale, même si elles partent de demandes légitimes, peuvent être exploitées et dégénérer en confrontation ouverte, surtout dans des zones de conflit prolongés. Il montre aussi à quel point l'établissement des faits peut devenir complexe quand les narratifs s'affrontent avec une telle virulence et que la manipulation de l'information est utilisée de manière stratégique. Et ça nous laisse avec une dernière réflexion peut-être, une question ouverte.
Quel peut être l'impact à long terme d'événements marqués par une telle violence, physique et symbolique, et par des récits aussi radicalement opposés sur la possibilité même d'un dialogue, sur la confiance minimale nécessaire pour envisager un avenir commun? C'est une interrogation qui va bien au-delà de notre discussion d'aujourd'hui, mais qui résonne fortement après l'examen de ces faits. Merci de nous avoir suivis.